le chef de l'État lui-même s'occupe de cette mission dans un contexte de recrudescence des actions terroristes, cela se conçoit aisément. Ça peut répondre aussi de plusieurs logiques. D'abord, il s'agit de centraliser le commandement. Dans une période de crise, il y a déjà des précédents très importants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill a cumulé le poste de Premier ministre et de ministre de la Défense de façon formelle. Aux États-Unis, sous le président Truman et Roosevelt, il y a eu des cas pareils, même si dans la forme, le ministre existait, mais au fond, c'est le président qui exerçait la plénitude de ses pouvoirs. Il s'agit également d'envoyer au moins 3 messages, de rassurer le peuple que le président est là en tant que chef suprême des armées, et d'éviter de donner trop de délais après les incidents que nous avons connus. Deuxième message, cela s'adresse aux ennemis de la patrie, un message de fermeté, une réponse écrasante immédiate en perspective. Le troisième message pourrait s'adresser aux forces de défense et de sécurité, comme quoi le commandement est unifié, les forces armées et de sécurité sont unifiées sous le leadership du président de la transition régionale d'armée, Assimi Goïta. Je pense que c'est quelque chose de très important, une mesure qui va certainement produire ses effets sur le terrain dans les jours et les semaines à venir. Loin d'être une exception malienne, cette fusion des fonctions des présidents et ministres de la Défense rappelle des précédents historiques, tant sur le plan national qu'international. Dans des contextes de crise ou des réformes profondes de l'armée, voir les premiers magistrats du pays piloter directement la grande muette est une stratégie déjà éprouvée. Pour le général Moussa Traoré, c'était une question de confiance. Surtout, le pouvoir était menacé dans son existence. Alors, le ministère de la Défense est un ministère très, très sensible qu'on ne confie pas à n'importe quelle personne. Mais la différence avec le cas présent est que nous sommes dans un contexte d'attaque terroriste de très grande ampleur et ça fait suite à un assassinat lâche et barbare du ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Camara, paix à son âme. Et donc, qui pour remplacer ce ministre, qui pourrait faire l'unanimité, qui pourrait valablement jouer son rôle dans l'immédiat? Je crois qu'il faudrait réfléchir plusieurs fois avant de choisir. Donc, alors que nous sommes dans une période où tout est urgent, et donc le président n'a pas voulu perdre le temps, parce que dans un contexte de guerre, comme le dit Sun Tzu, connaître son temps, c'est donner les garanties de la victoire. Donc, le président a essayé d'aller avec le temps pour ne pas trop traîner. Et je pense qu'il s'agit aussi de fédérer l'ensemble du commandement autour du chef de l'État. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'objectif de toute attaque terroriste, c'est de casser le moral et la volonté du peuple. Un peuple qui n'a pas de morale ni de volonté ne peut pas réussir, ne peut pas vaincre. Et donc, nous devons vraiment renforcer notre morale et notre volonté également. Le Mali a prouvé qu'il n'aura jamais peur, qu'il reste déterminé, qu'il ne reculera pas. Et l'aviation malienne est déjà en train de faire parler d'elle. Et donc, les troupes au sol également sont dans la même dynamique. Et je pense que les jours à venir seront très, très décisifs et importants pour le Mali, Inch'Allah. Chers amis, dans cette séquence, il faut regarder la décision du président Assimi Goïta avec beaucoup de sérieux. Je m'explique. Le Mali traverse un moment très sensible. Les attaques se multiplient. Le pays vient de perdre Sadio Camara. Et l'ennemi cherche clairement à créer un choc psychologique. Mais dans ce genre de moment, le plus dangereux pour un État, ce n'est pas seulement l'attaque elle-même. Le plus dangereux, c'est le vide qui peut suivre l'attaque. Un vide dans le commandement, un vide dans la décision, un vide dans la communication, un vide dans la confiance du peuple. Et c'est précisément ce vide que Bamako veut éviter. En prenant directement la direction de la défense, Assimi Goïta envoie un message politique et militaire. L'État ne se désorganise pas. La chaîne du commandement militaire reste debout. La disparition de Sadio Camara ne bloque pas la stratégie nationale. La famille, l'histoire nous enseigne une chose.
Dans les grandes crises, les États resserrent souvent le commandement. Churchill l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt et Truman ont assumé pleinement leur rôle de commandement en chef pendant les crises majeures. L'objectif n'était pas de concentrer le pouvoir. L'objectif était d'accélérer les décisions, de rassurer la nation et de montrer que l'État dans ce cas, l'État malien garde la main. Et dans le cas du Mali, cette décision a aussi une dimension morale. Elle dit aux soldats, vous n'êtes pas seuls. Elle dit au peuple, le pays ne recule pas. Elle dit aux ennemis de la nation, le Mali reste organisé, vigilant et déterminé. Mais attention, cette décision ne doit pas rester symbolique. Elle doit produire des résultats concrets, plus de renseignements, plus de coordination, plus de protection des populations, plus de contrôle sur les frontières et plus de discipline dans la chaîne de sécurité. Parce qu'au final, la vraie victoire ne se mesure pas seulement par les communiqués. Elle se mesure dans la vie quotidienne des populations. Pouvoir entrer chez soi, cultiver son champ, envoyer ses enfants à l'école et vivre sans peur. En résumé, la décision de Goïta n'est pas seulement une réponse administrative. C'est une réponse de continuité, de stabilité et de fermeté politique. Sadio Camara est tombé, mais l'État malien veut montrer que la stratégie ne tombe pas. Le message est clair. Le Mali peut être frappé, mais il ne doit pas être désorganisé. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous trouvez le lien dans les commentaires. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.